Comme chaque vendredi, nous recevons un invité sportif ou bien journaliste sportif. Il est là, Henri Ekoué Akodo. Nous allons parler du Sénégal champion d'Afrique qui se dote d'un terrain aux normes. Nous allons également parler de la Ligue des champions européenne. Manchester et Cristiano Avero Ronaldo accrochent l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitanos. Et puis l'Ajax rejoint à Lisbonne. Et puis on termine par l'Ukraine football. L'UEFA convoque une réunion d'urgence à 3 mois de la finale de la Ligue des champions en Russie. Henri Akodo, bonjour. Vous allez bien, en pleine forme? Bonjour Michel, je me porte bien. Allez, avant d'aborder ces sujets, carnet noir au Togo, c'est le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Chris Kossi Dake, qui nous a quitté. Le secrétaire général a tiré sa révérence. C'était jeudi 24 février. Oui, Michel, bien évidemment, c'est un sentiment d'affliction, d'abattement et de frustration qui m'anime depuis hier quand j'ai appris cette terrible nouvelle. Parce que M. Chris Dake était un grand esprit de ce football togolais-là, un architecte patenté qui avait un amour indéfectible, indescriptible pour le football togolais. C'est un homme à l'intelligence fine et aiguisée, qui est bien évidemment doublé d'une éloquence sans pareil, hors du commun. Un monsieur qui avait des projets pour ce football-là, secrétaire général de son état de la Fédération togolaise de football, nommé par le colonel Guy Kossiak-Bobi il y a quelques mois, il y a presque un an. Il a fait un travail de sape à ce niveau. Monsieur Chris Dake, il faut le rappeler, il vient du monde universitaire, responsable, l'un des responsables du centre universitaire, du centre des œuvres de l'université de Lomé. Il était chargé des activités sportives et culturelles et plusieurs savent ce qu'il a eu à faire à ce niveau pour le développement du sport en général, du football en particulier. Depuis sa nomination à la tête de la fédération, il a abattu un Il a travail. apporté des réformes. Il a apporté des réformes, des innovations, des innovations. Il est doté des idées novatrices. Vous l'aurez sans doute constaté que depuis un certain moment, les matchs du championnat national de première division et de quelques sélections nationales sont diffusés en mode streaming sur les différentes plateformes. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer et j'ai eu la chance Donc, de justement, vous pouvoir. êtes proche du monsieur. À part le travail, on dit qu'il est affable également. Il est toujours à l'écoute. Il discute avec les gens, avec surtout les jeunes et les journalistes aussi. Exactement. Un homme très intelligent, très simple, et qui avait pour arme le dialogue, le partage. Il avait des idées novatrices, je le disais tantôt. Je parlais de ce projet streaming là. Il faut le dire parce que j'ai la chance de travailler dans ce projet là. Je suis l'un des acteurs avec mon aîné Aristide, Donc, comédien. comédien. On peut affirmer aujourd'hui que c'est grâce à lui en partie que ce projet-là continue aujourd'hui. C'est une énorme perte pour le football togolais, il faut le dire, et je salue d'abord avec humilité et déférence sa mémoire et je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à la famille du football togolais. Il était à la tête justement d'une commission mise en place par le comité exécutif piloté par le président colonel Guy Kossiak-Bobi pour passer du statut d'amateur de nos championnats à un statut de semi-professionnel. Mais aujourd'hui, il a été foudroyé par la terrible fâcheuse. C'est triste, mais ces idées ne mourront pas. Je pense qu'il y a aujourd'hui une génération de jeunes administrateurs de ce football-là qui se reconnaissent en lui et qui vont essayer de pouvoir continuer son œuvre. Il avait une maîtrise très poussée, très fine de la question de la gestion des organisations sportives. C'est un orfèvre en termes de réforme, en termes de la gestion administrative des organisations sportives. C'est une lourde perte pour le football togolais qui pleure un grand homme. Condoléances à tout le Togo, à toute la famille du sport au Togo.
et condoléances à la famille biologique de Christ Kossi Dake. On va parler d'une bonne nouvelle qui concerne le Sénégal et l'Afrique. Les champions d'Afrique se dotent d'un stade aux normes. Ce stade créé, on parle de plus de 150 milliards de francs CFA. Et on a vu la cérémonie d'ouverture. On a vu les présidents turcs, rwandais, Recep Tayyip Erdogan, rwandais Paul Kagame, le président libérien Georges Oppong-Ouéa était également là, le président de la CAF, le président de la FIFA. Investissement, on ne peut plus énorme du Sénégal. Investissement lourd, astronomique du Sénégal et ça en valait la peine quand on connaît la stature et la posture du Sénégal dans le giron footballistique continental aujourd'hui et mondial. Le Sénégal ne pouvait plus continuer par jouer dans des stades entre guillemets vétustes, notamment celui de Léopold Sédar Senghor de Dakar ni de Lat Dior de Thiès. Le Sénégal se devrait de se doter bien évidemment d'une infrastructure d'une telle envergure, un fleuron majestueux, à la fois moderne, futuriste et bien évidemment gigantesque, parce que effectivement ce stade il est très beau. Le stade qui porte le nom désormais de Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président. Ce stade-là est tout simplement impressionnant en termes de qualité, en termes de pelouse également. Et on a constaté véritablement tout le ballet diplomatique, toute la galaxie de ces personnalités-là qui étaient présentes pour pouvoir assister à cette grande cérémonie de réception de ce stade-là, d'inauguration de ce stade. Vous les aviez cités. C'était quand même impressionnant et je pense que à travers cette œuvre, à travers ce fleuron aussi majestueux que gigantesque, le Sénégal vient de marquer un point très important dans sa marche vers l'émergence, puisque la construction de ce stade, bien évidemment, est l'aboutissement d'un travail, d'une réforme des infrastructures sportives qui a commencé depuis quelques années déjà. On a eu la construction de la superbe Arena de Dakar qui abrite des enceintes où on peut faire des matchs de basketball, des matchs de tennis, de volleyball et autres. Il y a également la piscine olympique qui est en train d'être rénovée. Il y a l'aéroport qui est juste à côté. Et finalement, c'est le stade flambant neuf qui est poussé, qui sort des terres. C'est impressionnant. Il faut saluer cette œuvre. Il faut saluer la vision du président Macky Sall qui s'est décarcassé, qui s'est décuplé, qui s'est saigné, bien évidemment, pour offrir cette infrastructure majestueuse au Sénégal. Alors, on va étudier en 2 minutes ce prisme Henri Ekoué Akodo. On a vu les Sénégalais, quand ils avaient la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu comment le président Macky Sall a su réunir toute la classe politique autour de lui. Ousmane Sanko était là, Barthélémy Dia était là, bref, tous les opposants étaient là pour célébrer les ambassadeurs du Sénégal. Et puis on utilise ce stade aussi en invitant des présidents déjà cités, le président de la CAF, Motsepe, le président de la FIFA, Gianni Infantino. Pour vous, on passe par le sport pour faire de la politique, Henri Akodo? Le sport est un puissant outil diplomatique. Le sport est un élément fédérateur. Le sport notamment le football, est un instrument de ciment social, de cohésion sociale. Ça raffermit les liens. Et vous l'aviez bien dit tantôt, lorsque les Lions ont soulevé pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations la fois dernière, c'était toute la classe politique sénégalaise qui avait oublié les guéguerres, les querelles intestines, les coups bas, le temps d'un soir, pour pouvoir se réunir autour du 11 national. Et pour cette œuvre-là que le Sénégal vient encore de réaliser, c'était la même symbiose, la même concorde nationale à laquelle on a assisté la fois dernière, et le tout corroboré par la présence de ces grandes personnalités sur le plan, et ces grandes personnalités, notamment le président Recep Tayyip Erdogan, qui dans son pays a financé en partie la construction de ce stade. Le président Ambalo, celui
de la Guinée-Bissau, Moussa Barrow, et George Weah, Mr. George, et bien évidemment les deux présidents de ces institutions de la CAF et de la FIFA, Patrick Motsepe et Gianni Infantino. Oui, le football est un instrument phare de la diplomatie aujourd'hui. Il ne faut pas l'occulter. Oui, on peut se servir également du football pour pouvoir créer la symbiose, la concorde nationale quand tout va mal. Et on voit que le président Macky Sall, un homme avisé, aguerri en grand politique qu'il est, il est en train de gagner des points à quelques mois, je dirais, d'une élection présidentielle cruciale et capitalissime pour le Sénégal. C'est de bonne guerre, on ne peut pas le lui nier, mais il faut retenir avec précision, avec objectivité qu'aujourd'hui, le Sénégal est en grande marche vers son émergence avec de telles infrastructures. On va terminer par ce côté sportif. Vous avez vu les images tout à l'heure, Henri Ekoé Akodo. On a vu les stars du Sénégal, c'était en 2002. Ils ont joué en Corée. Et il y a Diouf, je l'ai vu de loin. Il y a Omar Daf, j'ai vu aussi Fadiga. Tous dansaient. Ça vous rappelle tellement de choses sans doute. Oui, un midi du 31 mai 2002, match d'ouverture de la Coupe du Monde de football, le Sénégal qui avait dompté l'équipe de France, championne du monde en titre, 1-0, ce but de Bouba Diop qui est intervenu peu après, peu avant le coup de sifflet de la fin de la première période. Qui malheureusement n'est plus de ce monde. Qui malheureusement n'est plus de ce monde. Mais la fois dernière, on a vu que ses partenaires, Halidou Fadiga, qui n'a rien perdu de sa technique de frappe, il a encore envoyé 8 banderilles dans les filets adverses. Alain Guamene, c'est lui qui gardait les buts de ces stars africaines-là quand il a marqué. On a constaté que cette danse-là, elle a été exécutée avec une certaine aisance pour rendre un bel hommage à Halidou et à Bouba Diop, qui n'est plus de ce monde, décédé il y a quelques années. C'était quand même impressionnant de voir cette constellation, cette horde de grands joueurs sénégalais qui étaient présents, toute génération confondus, les Roger Mendy, les Diomansi Kamara et Aladji Ouseni Diouf. En face, c'était quand même les cadors, les grosses écuries de ce football africain-là, de ces légendes-là, Samuel Eto'o, Didier Augustino Okocha et Emmanuel Adebayor, qui ont opposé une belle résistance à ces Sénégalais-là, un but partout. Pour ce qui est du match de gala, c'était quand même un spectacle de lumière, de galaxies qui nous a égayés. Allez, on va quitter l'Afrique pour le vieux continent, parler de la Ligue européenne des champions. Il y a eu des matchs cette semaine, on va parler de cette rencontre au Wanda Metropolitanos entre les Colchoneros de l'Atlético Madrid et les Reds Devils de Manchester United. Au finish, un but partout, Henri Akodo, but de João Félix, le Portugais à la 7e minute et l'égalisation à la 80e minute de Anthony Elanga. Oui, Manchester United qui a démarré timidement cette rencontre, le 3-5-2 mis en place par Ralf Rangnick qui n'a pas véritablement fonctionné en première période puisque les Colchoneros coupaient les angles de passe, ils annihilaient les velléités offensives de Manchester United, surtout dans l'enjeu, en exerçant un pressing intense, ils attaquaient permanemment la ligne de défense des Anglais qui n'arrivaient pas à ressortir proprement le ballon. Luke Shaw côté droit et Jason Sancho côté gauche avaient énormément de difficultés à aérer le jeu, à changer de côté et les Colchoneros ont sans doute mérité d'ouvrir la marque en première période grâce à João Félix, auteur d'un match exceptionnel dans ses prises de vitesse, dans sa capacité à orienter le jeu et à se faufiler entre les lignes, à se balader entre les lignes. Mais en seconde période, Ralf Rangnick a changé un peu son animation offensive avec les sorties de Luke Shaw, les sorties de Luke Shaw et de Paul Pogba et les entrées de Matic notamment et de Alex Telles et de Wan-Bissaka qui ont apporté beaucoup plus de largeur, de profondeur dans le jeu de cette équipe anglaise et surtout Anthony Elanga, fils d'un ex-international camerounais, né en Suède
international suédois des U16, qui va sans doute porter le maillot de la Suède, puisque les autorités camerounaises ont tenté à plusieurs reprises de pouvoir le convaincre de jouer pour le Cameroun, mais pour l'instant c'est niet. Il a fait une très belle entrée. C'est un jeune joueur qui avait déjà marqué en championnat il y a quelques jours, et il a récidivé, rebelote, face à une formation des Cotoneros. Admirer ce but-là, cette réalisation, une attaque rapide, transition rapide, une passe éclair de Bruno Fernandes. Et quand il a pris la profondeur, admirer un peu sa capacité de relâchement face au but, de manière subtile et fine. Il a su quand même mettre ce ballon-là pour tromper au Black. Un but partout. Je dirais que c'est fier mérité pour les deux équipes. Une autre rencontre, c'est celle qui a opposé les Diables Rouges de Benfica Lisbonne à cette formation du coach Eric Tang. Je vais parler de l'Ajax d'Amsterdam. C'était au stade de Luz, 2 buts partout. L'Africain, l'Ivoirien Sébastien Haller a marqué 2 fois, mais la première fois c'était contre son camp à la 26e minute. Il revient 3 minutes plus tard, planter le but de l'égalisation. Après avoir ouvert le score, l'Ajax d'Amsterdam finalement a été rejointe. Oui, 2 buts partout, un match qui est allé à vive allure, à 100 l'heure. Un spectacle ébouriffant, exceptionnel, avec 2 équipes qui ne réussissent pas à faire le jeu. Les prises de vitesse, les permutations, le jeu en mouvement. L'Ajax d'Amsterdam qui a d'abord déployé sa carte offensive avec le jeu dans les couloirs et dans les petits espaces, et Haller qui était souvent à la réception, même s'il avait commis une bévue en première période, il s'est racheté, il s'est ravisé avec... Pour rectifier son deuxième but, c'était le deuxième but de l'Ajax d'Amsterdam. Deuxième but de l'Ajax d'Amsterdam, Sébastien Haller qui a encore brillé dans cette rencontre en marquant son 11e but de cette saison en Ligue des Champions, faisant de lui le meilleur buteur à l'heure actuelle de cette compétition, mais également le meilleur buteur. Il est devenu le meilleur buteur africain dans une phase finale, dans une phase de Ligue des Champions, avec 11 réalisations. L'Ivoirien qui continue son ascension fulgurante, un attaquant, un renard de surface. Il coche quasiment les cases de l'attaquant moderne, capable de protéger son ballon, de finir de façon fine ou bien de façon assez vive. C'est un joueur qui est en train d'éclabousser toute l'Europe actuellement, et je pense qu'il n'a pas encore fini de nous surprendre, Sébastien Haller. Les sous-marins jaunes ont été surpris à domicile au Stadio de la Ceramica. Un but partout par la Goba, la Juventus de Turin. Les hommes de Massimiliano Allegri ont marqué déjà la première minute par le truchement de Dusan Vlahovic. Et puis l'égalisation de Dani Perejo à la 66e minute des sous-marins jaunes. Oui, là, le club piémontais, la Juventus de Turin, qui a bien entamé cette rencontre en mettant du rythme et de l'intensité dans les enchaînements, dans les courses, dans l'attitude également, de l'agressivité sur le porteur du ballon adverse. Et ils ont eu assez de récupération haute, et Vlahovic qui a marqué son premier but en Ligue des Champions avec la Juventus de Turin. Mais derrière, c'est un bloc défensif qui s'est érodé, qui s'est effrité à force des vagues incessantes de cette formation de Villarreal qui est revenue à justice dans cette rencontre. Rien n'est encore fait. La différence se fera au match retour à la Juventus Stadium. Le match retour, c'est ce que peuvent espérer également Jocelyn Gouverneur et les Dogs qui ont été tenus en échec. C'était au stade Stamford Bridge, j'allais dire, par les hommes de Thomas Tuchel, 2-0. Ouais, une leçon d'efficacité, de maîtrise technique et collective de la part de cette formation de Chelsea. Une équipe des Blues dans son logiciel tactique habituelle, le 3-5-2, et ses joueurs pistons sur les côtés, Alonso côté gauche et Azpilicueta côté droit, les deux Espagnols, qui ont fait énormément de mal à cette formation lilloise, qui était en manque d'expérience, en manque de repères, en manque d'automatisme, et surtout N'Golo Kanté, énormissime dans l'entre-deux, capable de grappiller les ballons, de mettre de l'intensité, de mettre du volume dans le jeu, d'orienter également. Sur ses conduits de bas, il a permis à son équipe de gagner beaucoup de
de mettre sur le terrain. Et tout cela n'a pas permis à cette formation lilloise de pouvoir créer l'espoir retentissant. Je pense que ça serait très compliqué pour les hommes de Jocelyn Gouvernec qui, pour moi, ont touché le plafond vert en se hissant en huitième de finale. Le niveau, il est beaucoup plus élevé. Le curseur, il est beaucoup plus élevé actuellement. Et ce sera compliqué pour Lille de pouvoir renverser la vapeur au match retour. D'une manière globale, comment vous voyez les matchs retour à Manchester, par exemple? Il y a aussi l'Ajax qui va recevoir Benfica. Il y a la Juventus qui va réserver ses hospitalités à Villarreal, sans oublier ce match qui aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille. Oui, le match qui aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille sera tout un autre match parce que Lille jouera à domicile devant son public. On sait combien de fois c'est compliqué d'aller gagner dans le nord de la France face à cette formation lilloise, mais face à une équipe de Chelsea expérimentée, affûtée, aguerrie, championne d'Europe en titre, je pense que ce sera très compliqué pour la Juventus de Turin. La Juventus de Turin en pleine dilettante. C'est une équipe qui vacille, surtout en Serie A italienne. Et la Ligue des Champions, c'est quand même cette compétition-là qui peut permettre à la Juventus de Turin de sauver sa saison. On sait que depuis 1996, la Juventus de Turin n'a plus soulevé ce trophée. Ils ont raté des finales, notamment en 97, en 2003, en 2015, la dernière fois c'était en 2017 face à le Real Madrid. Est-ce que ce sera la bonne année pour la Juventus de Turin? Je ne pense pas véritablement, mais ils ont quand même les cartes en main pour déjouer ces sous-marins jaunes dirigés par Unai Emery. À côté, l'Ajax Amsterdam Benfica de Lisbonne, ce sera un match haletant et palpitant au niveau de la formation amsterdanoise qui a beaucoup de ressources, qui joue un football léché, tourné vers l'avant. On connaît l'école néerlandaise, un football très offensif, ultra offensif, où parfois on est naïf, on ne réussit pas les boulons défensifs derrière et ça se percasse. Je pense que Erik ten Hag et ses hommes feront mieux de pouvoir se stabiliser en défense avant de songer à aller acculer l'adversaire dans sa moitié de terrain adverse pour s'offrir un ticket pour les quarts de finale. La transition, elle est toute bien placée puisque la finale de cette Ligue des Champions aura lieu dans 3 mois en Russie. Et Henri Akodo, aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Europe, surtout entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'OTAN, et une réunion à venir, celle de l'UEFA, pour une réunion d'urgence, j'allais dire. Alors Henri, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion? Oui, je pense que la finale, elle sera délocalisée parce qu'elle est prévue initialement pour se dérouler à Saint-Pétersbourg, dans la grande ville russe. Aujourd'hui, avec les événements tragiques qui ont commencé depuis hier et l'invasion russe sur le territoire ukrainien, je pense que les autorités de l'Union européenne de football association, de l'UEFA, vont tout faire pour pouvoir délocaliser cette finale. Selon les indiscrétions, elle se déroula finalement à Wembley en Angleterre pour une énième fois encore, pour pouvoir éviter bien évidemment ces affaires politiques là qui sont en train de faire fureur actuellement. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan sportif ou footballistique, la Russie est sanctionnée aussi? Absolument, parce que c'est un pays qui est en guerre aujourd'hui face à un voisin, alors que toutes les voies de règlement pacifique diplomatique de la crise ne sont pas encore épuisées. Cette invasion, d'aucuns peuvent l'interpréter comme ils le veulent, mais aujourd'hui, il y a un fait qui est irréfutable, c'est que les forces armées russes ont fait une intrusion au sein du territoire ukrainien, ce qui est contre le droit international. Il y a des faits qui sont bien évidemment têtus et aujourd'hui on constate ces faits-là. Le football véhicule des valeurs de paix, de tolérance, d'acceptation de l'autre. Est-ce que l'UEFA, avec ces valeurs qu'elle défend, aura le toupet encore une fois d'organiser une telle finale dans un pays qui déclare la guerre, qui fait la guerre à un autre territoire, à un pays voisin? Je n'en suis pas si sûr. Si l'UEFA délocalise finalement cette finale-là, ce serait une très bonne chose. Ce serait d'abord pour ses principes et pour également sa crédibilité. Merci beaucoup à vous, Henri Akodo.
Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est moi. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.